Le jeune représente plus de la moitié de notre population, mais dans un secteur aussi stratégique que les hydrocarbures, ces jeunes sont-ils de simples spectateurs ou de véritables acteurs de l'emploi, de l'innovation, de transition énergétique? Mesdames et messieurs, on en parle tout à l'heure dans cette émission Chronique des billets. Quelle est la place de la jeunesse dans ces secteurs stratégiques qui est les hydrocarbures? Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous deux jeunes qui évoluent dans ces secteurs, de jeunes remplis d'ambition, de jeunes intelligents et sages, de jeunes qui contribuent bien évidemment à l'avancement de ces secteurs. Bienvenue à vous, chers jeunes. Merci beaucoup, Madame Billet. Voilà, nous commençons par la dame. Messieurs, vous nous permettez quand même de commencer par la dame, hein? Bien sûr, bien sûr. Voilà, alors elle, c'est Madame Sarah Ngomba, elle est ingénieure, elle est également membre de l'équipe Focus Hydrocarbures. Madame Sarah, bienvenue encore une fois de plus. Voilà, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à votre présentation? Non. Ok, voilà. Alors, de l'autre côté, nous avons l'ingénieur, bien évidemment, c'est un monsieur, hein, ingénieur Moïse Ilunga. Il est ingénieur, comme je l'ai dit tantôt. Il est également membre de l'équipe Focus Hydrocarbures. Ingénieur Moïse, bienvenue à vous. Merci beaucoup, Madame Billet. Voilà, ingénieur Moïse, vous avez quelque chose à rajouter? Ah bon, je suis juste un ingénieur pétrolier, spécialiste des hydrocarbures. Voilà. Les hydrocarbures, c'est ma passion, je regarde ça. Voilà. D'entre deux jeux, vous êtes membre de l'équipe Focus Hydrocarbures. Alors, nous voudrions un peu savoir, ingénieur Moïse Ilunga, c'est quoi Focus Hydrocarbures? Bon, en fait, Focus Hydrocarbures, c'est une plateforme. Nous sommes une plateforme spécialisée dans le secteur des hydrocarbures, mais pas que les hydrocarbures. Nous parlons aussi de l'environnement. Dans les hydrocarbures, nous sommes beaucoup plus dans le pétrole. Il y a aussi les énergies renouvelables que nous mettons en valeur. Notre mission est de promouvoir la communication dans ces secteurs parce que nous avons constaté, nous avons fait les études du pétrole, mais ici au Congo, les médias ne parlaient pas en fait de la matière qui concerne les hydrocarbures. Ainsi, pour nous, nous avons dit que nous pouvons être le précurseur, de passer dans le média, de faire du bruit, d'accompagner les différentes organisations pour qu'ils puissent s'imprégner de cette culture-là des hydrocarbures. Donc, Focus Hydrocarbures, c'est une plateforme. Nous œuvrons dans le secteur des hydrocarbures, énergie renouvelable, ainsi que l'environnement, parce que l'environnement va de près avec les énergies. Voilà, Madame Sarah, vous êtes une femme. Vous avez fait les pétroles, vous êtes ingénieur, vous êtes une génie. Hein? J'ai dit que vous soyez une génie, là. Voir une femme en train de faire le pétrole, voir une femme évoluer dans ces secteurs. Vous faites quoi dans l'équipe Focus Hydrocarbures? Personnellement, jusque-là, je suis plus du côté rédaction. J'aide un peu. S'il y a des choses à ajuster, peut-être j'interviens dans ce sens. Mais aussi, je suis parmi des organisatrices. Vous ne subissez pas la discrimination étant que femme évolue au milieu de plusieurs hommes? Non, c'est juste le respect de soi. Okay. On se fixe sur les respects et puis des limites personnelles. Et dans ces secteurs des hydrocarbures, on trouve aussi beaucoup de jeunes filles comme vous. Vous êtes une très jeune dame et vous évoluez dans ces secteurs qui est vraiment très technique, hein? Oui, actuellement, il y a un nombre un peu, si je peux dire, un nombre un peu majoré par rapport aux années précédentes. Hein? Okay. Aujourd'hui, on peut citer quand même un nombre de femmes qui ont adhéré à l'initiative de poursuivre les études dans ces filières. Et aujourd'hui, ce n'est plus vraiment quelque chose à demander ou à chercher parce que c'est vraiment très visible qu'il y a maintenant plusieurs dames dans ces secteurs qui ont fait aussi un parcours très impressionnant. Ok, d'accord. Alors, nous allons avec vous suivre ensemble la remise et reprise qui a eu lieu. Alors, la Mineta, en fait, le ministre sortant, Molène de Sakombi, qui a donné les bâtons, cédé la fauteuil au ministre, la nouvelle ministre, Madame Acacia, son Excellence, Madame Acacia, à la tête des hydrocarbures. Nous allons suivre son extrait et on revient tout juste après. Honorables députés, Excellences, Monsieur le ministre, mes chers frères,
Monsieur le secrétaire général aux hydrocarbures, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Madame la vice-ministre aux hydrocarbures, chères sœurs, distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu, maître de temps et des circonstances, d'avoir permis que cette journée se déroule dans la paix et la convivialité qui nous caractérise. Je remercie profondément son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée qu'il m'accorde dans mes reconduisants au sein du gouvernement avec la haute dignité de ministre d'État, ministre des hydrocarbures. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Depuis la création de ces grands ministères stratégiques en 2003, je suis la première femme à en prendre la tête. Cette nomination m'honore et m'engage à poursuivre la vision politique du chef de l'État dans les secteurs des hydrocarbures, vision dont le premier jalon a été posé par mon prédécesseur. Aujourd'hui, appelée à de nouvelles responsabilités. Elle témoigne également de l'importance et de la confiance que le président de la République accorde aux femmes congolaises, confirmant ainsi son rôle de champion de la masculinité positive. J'exprime aussi ma profonde gratitude à Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, pour son soutien indéfectible lors de mon précédent mandat aux affaires foncières, ainsi que pour l'appui constant qui m'a permis de bénéficier à nouveau de la confiance du président. Je tiens à rendre un hommage appuyé à mon prédécesseur pour son travail remarquable qui a amorcé la transformation du paysage des hydrocarbures. Monsieur le ministre, votre mandat laisse derrière vous des réalisations concrètes et des chantiers de réformes structurants. Les bases que vous avez posées sont solides et je m'engage à les consolider, à les pérenniser et à œuvrer pour que ces secteurs contribuent pleinement à la croissance économique du pays et à la mobilisation optimale de recettes publiques. Le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo occupe une place stratégique dans notre économie avec des ressources pétrolières et gazières importantes, aussi bien en offshore qu'en onshore. Nous disposons d'un potentiel avéré dans le bassin côtier centrafricain et du Graben Albertine, ainsi que dans les domaines gaziers du lac Kivu. Cependant, ce potentiel est largement sous-exploité. La production nationale actuelle demeure modeste par rapport à nos capacités estimées. Voilà, alors nous venons avec vous ensemble de suivre les discours de la MUNETA des hydrocarbures. Son Excellence Madame Akassia, ingénieur Moïse Ilunga, c'est depuis que les Congo est Congo, depuis l'indépendance du Congo, c'est pour une première fois que la femme soit nommée à la tête de ces ministères qui est si stratégique. Alors quelles sont vos impressions? Bon, personnellement, je salue la venue de cette dame dans ce ministère. Ça nous fait plaisir aussi de voir pour la première fois dans ce ministère des hydrocarbures en République démocratique du Congo, qu'une dame puisse le diriger. Et je voulais juste préciser que la dame a déjà marqué le secteur lorsqu'il était encore ministre de l'économie en 2020. C'est la première ministre qui a pu faire qu'on puisse avoir une révision à la baisse de notre structure de prix. Et cela s'est passé en 2020 et nous croyons fermement avec son profil, il pourra apporter une petite touche particulière dans ce secteur. Nous croyons vraiment et nous nous souhaitons bonne chance. Voilà, alors Madame Sarah, je reviens à vous Madame Sarah. Alors que ressentez-vous aujourd'hui? C'est la femme comme vous qui prend aujourd'hui la tête, les bâtons de commandement de ces grands ministères, ministère des hydrocarbures qui est un ministère si stratégique. Premièrement, je tiens à encourager, c'est pour nous, comme on le dit, l'espoir en fait, de voir une dame diriger les hommes, parce que là, on sent qu'il y a un peu des secousses, voilà. Les hommes par-ci, par-là qui disent, ben voilà, on va voir si ça va ou pas. Okay. Donc du coup, de mon côté, je pense que ça sera non seulement, comment dire, une innovation ou bien un truc qui vient comme ça, mais ça sera aussi très bénéfique de voir aussi la touche féminine, comment elle va essayer un peu de, je ne dirais pas recadrer, parce qu'il y a de ceux-là qui ont fait aussi plus que ce qu'ils devaient faire par rapport à leurs compétences. Donc,
on est toujours dans l'optique de la laisser d'abord travailler, voir le résultat. Et de l'accompagner. Oui, et de l'accompagner, oui, pourquoi pas les soutenir dans les idées, tout ça. Là. Voilà, alors comment est organisé ces secteurs des hydrocarbures? Aujourd'hui, on parle des hydrocarbures. Vous êtes des jeunes, vous êtes des hydrocarbures. À l'époque, quand on parle d'hydrocarbures, on voit les jeunes qui font le pétrole, on les appelle des pétrodollars. Alors, comment est organisé ces secteurs des hydrocarbures? Bon, en fait, le secteur des hydrocarbures est subdivisé en deux parties. On parle de l'amont et l'aval pétrolier. Et l'amont pétrolier est composé de l'exploitation. L'aval pétrolier, on voit le raffinage, le transport et stockage, la distribution ainsi que la commercialisation. Et ici en RDC, dans la partie amont, nous avons le consortium Perrin-Corep ainsi que MIOC qui produit le pétrole brut au bassin côtier à Mwanda, ainsi que Sirestrum qui est en train de venir aussi pour essayer un peu de booster ce secteur. Au niveau de l'aval pétrolier, nous avons une usine de raffinage, mais malheureusement qui ne fonctionne plus. Son outil de métier n'est plus appliqué. Aujourd'hui, la société fonctionne comme une société de logistique. Nous avons des sociétés de logistique, je peux citer celles Congo, l'ERESCOM, Contoala. Ce sont des sociétés. Il y a aussi des sociétés commerciales qui, leur mission est de commercialiser ou de vendre les produits pétroliers. Donc, c'est cette squelette qui compose c'est cette organisation qui est mise en place dans ce secteur des hydrocarbures en RDC. Voilà. Alors, Madame Sarah, de votre côté, comment est-ce que ces secteurs est-il organisé? Le secteur est organisé de façon un peu stratégique, je dirais, parce que jusque-là, on ne peut pas faire tout étaler, parce qu'il y a d'autres secteurs qui ne sont pas encore opérationnels. Ce qu'on retient, c'est juste l'administration, plus Sonahydro, qui fonctionne. Et la partie logistique, CEP Congo, qui aussi contribue au fait à distribuer au fait les produits que nous recevons de nos partenaires ailleurs. Et le même rôle, je pense, c'est aussi ce que le SOCIR est en train d'assumer ces temps-ci. Voilà. Alors, Madame Sarah, vous êtes jeune, vous évoluez dans ces secteurs. Nous voudrions un peu comprendre, alors, quelles opportunités concrètes ces secteurs peuvent offrir à la jeunesse congolaise? Vous êtes jeune, vous évoluez dans ces secteurs. Alors, nous voudrions comprendre les opportunités que ces secteurs peuvent offrir à la jeunesse congolaise. Moi, personnellement, jusque-là, si je dois parler en fonction de mes propos, je pense que les secteurs peuvent nous donner en termes de revenus comme des formations, des renforcements des capacités. Parce que les théories que nous apprenons des universités ne suffisent pas. Donc là, je fais appel plus au ministère des hydrocarbures et des gens qui sont plus tout autour des décisions faites, décisions très nécessaire pour la jeunesse, vraiment d'épancher les regards sur ce qui concerne en fait, les formations, des renforcements des capacités, de façon à ce qu'on puisse produire plus des professionnels au fait, adaptés dans ces secteurs. Donc la formation académique ne suffit pas? Si, la formation académique, c'est une formation, ou certes c'est une formation, mais par rapport aux besoins en fait, aux besoins de ce que les différentes entreprises attendent de nous, peut-être la formation théorique ne répond pas favorablement. Du coup, on doit faire cette mise à jour, mise au point ou bien mise au niveau, de façon à ce que quand on finisse, par exemple, les étudiants qui finissent les études directement, au lieu de les aborder dans le monde professionnel, ils peuvent passer par des stages professionnels, tu vois, des formations, des renforcements des capacités et tout ça là pour leur permettre de bien s'installer
Voilà, alors ingénieur Moïse Ilunga, vous êtes dans ces secteurs, nous voudrions comprendre les opportunités, puisque nous devrions en fait savoir que certains parents, nous avons des finalistes qui viennent de décrocher leur bac. Alors certains parents peuvent aussi orienter leurs enfants à faire le pétrole, à faire je sais pas, les hydrocarbures, à être dans ces secteurs. Alors quelles sont les opportunités qui s'offrent à ces secteurs pour la jeunesse? Bon, en fait, Madame Béni, s'il faut parler des opportunités, je peux les énumérer parce que ce secteur des hydrocarbures, si la République démocratique du Congo arrive à mettre en valeur ses ressources en hydrocarbures, on peut avoir une multiplicité des emplois, on peut avoir l'augmentation de recettes au niveau du budget de l'État, nous pouvons avoir une attraction des investisseurs qui vont venir investir ici au Congo et cela va apporter quoi? L'augmentation du pouvoir d'achat de la population congolaise. Donc ces secteurs présentent vraiment des opportunités réelles, concrètes que le pays peut bénéficier. Mais malheureusement, toutes ces opportunités que je viens d'énumérer ne peuvent se faire que s'il y a une bonne gouvernance. Aujourd'hui, dans notre secteur, la gouvernance pose un peu problème, nous croyons, parce qu'on ne peut pas baisser les bras, qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. Donc, le secteur des hydrocarbures présente vraiment des opportunités très concrètes pour le pays et je crois qu'à la longue, les générations qui vont venir vont bénéficier de ce que nous militons aujourd'hui. Les générations qui vont venir, pas vous, vous êtes encore très jeune. Nous militons. Il faut aussi comprendre que notre pays, nous n'avons pas la culture du pétrole. Vous voyez, quand on parle du pétrole en République démocratique du Congo, c'était un sujet tabou. L'ancien régime avec le président Mobutu a privilégié le secteur minier. Le secteur des hydrocarbures était un peu délaissé. Je peux vous dire que le ministère des hydrocarbures a été créé en République démocratique du Congo. Ça n'a pas même totalisé 40 ans. Vous comprenez un peu. Donc, ici au Congo, en République démocratique du Congo, quand on parle du pétrole, c'est quelque chose un peu, je peux dire, ésotérique. C'est justement pour les initiés. C'est un peu ça. Donc, les opportunités réelles, comme je l'ai cité, si on arrive à mettre en valeur nos ressources en hydrocarbures, nous aurons une multiplicité des emplois, nous aurons une augmentation des recettes au niveau du budget de l'État, nous aurons l'attraction des investisseurs et aussi une hausse du pouvoir d'achat de la population. Je reste avec vous, ingénieur Moïse Ilunga. Alors, ce secteur est-il accessible aux jeunes diplômés ou reste-t-il dominé par l'expérience et les expatriés? Bon, l'accessibilité aux jeunes diplômés, je peux dire, c'est un constat amer que nous constatons aujourd'hui. La plupart des jeunes qui finissent dans le parcours académique dans ce secteur n'arrivent pas à avoir des emplois ou soit c'est bien s'orienter professionnellement dans ce secteur. Il faut aussi comprendre que les hydrocarbures font partie des ressources de l'État où il y a l'administration publique qui gère cela. Si on constate le jeune aujourd'hui dans notre administration en République démocratique du Congo, la part des jeunes n'est pas assez prépondérante. Pourquoi? Parce que nous avons hérité d'un système colonial. Nos parents des générations 70, 80 ou soit 60, et ils ont pu travailler autant de jeunes. Par contre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils demeurent toujours dans l'administration. Et il faut comprendre que pour les remplacer, c'est vraiment beaucoup de mécanismes que le gouvernement doit essayer de faire. Les hydrocarbures étant un secteur dans l'administration publique, c'est pour cela dans l'administration publique congolaise, surtout au niveau du ministère des hydrocarbures, les jeunes n'ont pas vraiment l'accès facile. C'est un peu ça. Ce sont les causes qui permettent qu'aujourd'hui, quand un jeune termine, pour qu'il puisse être embauché même au niveau du ministère des hydrocarbures, c'est un problème parce qu'on ne peut pas embaucher tout le monde. Il y a vraiment une place limitée, mais les jeunes sont beaucoup plus. Or, les cinquantaines, les gens qui ont plus de 50 ans sont toujours là parce qu'eux aussi doivent attendre que l'État puisse leur payer les retraites, tout ça. Donc c'est vraiment très complexe, c'est un sujet très complexe. On ne peut pas condamner une partie, mais il faut essayer de trouver des solutions pour remédier à ces situations. Très bien. Alors Madame Sarah, qu'est-ce qui bloque en fait? Ce qui bloque, moi je pense, c'est au niveau de la formation. Ok. Au niveau de la formation, pourquoi? Parce que, en fait, jadis, il y avait plus d'opportunités directes. Il y avait plus d'opportunités directes. Directes, ouais, okay. D'emploi, du genre, vous venez tout fraîchement comme ça de l'université, puis vous trouvez des emplois comme ça directs. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux avenants, il s'est fait qu'aujourd'hui, on n'emploie plus des gens qui sont expérimentés, soit des gens qui sont spécialisés dans un domaine particulier.
Et ce qui n'est pas le cas pour des jeunes, par exemple. Déjà, je viens brute. Je viens de l'université, je sors aucune comme ça, aucune expérience. J'ai pas mal d'opportunités au fait de postuler, mais sauf qu'on m'exige au fait, parmi des critères, on me met 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Moi qui viens juste à peine de finir. Maintenant, quand est-ce que je vais mettre pour avoir ces profils-là? Et du coup, c'est comme je venais tantôt de le dire dans l'autre question, je pense qu'il faudrait mettre des opportunités de formation pour le renforcement des capacités. Vous voyez? Et ces formations-là vont permettre à ce que les étudiants qui viennent fraîchement des universités puissent se mettre au même niveau que la demande au fait des employés. Ingénieur Moïse, alors, partant de la réponse de Mme Sarah, je voudrais un peu comprendre. Mme Sarah évoque que ceux qui viennent fraîchement de l'université n'ont aucune expérience. On admet que c'est vrai. Alors que sur terrain, on demande plus d'expérience, alors elle propose à ceux qui aient des formations. Que dites-vous? Parce que même si ces jeunes étudiants suivaient la formation, ce n'est pas de l'expérience acquise. Parce que l'expérience acquise demande à ce que ces jeunes-là travaillent. C'est en travaillant qu'on acquiert de l'expérience. Bon, moi je pense que l'apprentissage, c'est pour toute une vie. On ne peut pas arrêter d'apprendre. Parlant de la formation. La formation en République démocratique du Congo dans le secteur des hydrocarbures, jadis n'était pas à la portée de tous. Mais depuis les années 2010 jusqu'à ces jours, il y a une hausse du niveau des étudiants dans ce secteur des hydrocarbures. La formation est de qualité. Moi je pense que la formation est de qualité. Pourquoi je vais argumenter? Parce qu'il y a nos collègues qui aujourd'hui exercent dans des entreprises pétrolières qui œuvrent ici. Vous pouvez aller de l'amont jusqu'à l'aval. Il y a nos collègues qui travaillent comme des travailleurs de ces sociétés. Mais je peux juste dire qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et la formation doit seulement s'adapter. Doit s'adapter avec le numérique. Par exemple, pour quelqu'un qui fait le forage, par exemple, s'il est un étudiant et qu'il ne maîtrise pas les logiciels des sismiques, ça pose problème. Il peut avoir bien son diplôme, mais dès qu'il se présente devant un recruteur et qu'on lui pose des questions sur les logiciels sismiques qu'il ne connaît pas, c'est difficile parce que nous sommes à l'heure du numérique, le monde évolue, il y a l'intelligence artificielle. Donc la science aussi évolue. La science aussi évolue, du coup, la formation en RDC est restée beaucoup plus théorique que pratique. Et moi, je souhaiterais que les universités puissent mettre, ou soit le gouvernement, qu'ils puissent subventionner nos universités afin qu'ils puissent mettre des outils de numérique pour qu'on puisse combiner les deux. Parce qu'aujourd'hui, sans le numérique, vous ne pouvez pas travailler. Mais la formation est de qualité. Alors, y a-t-il moyen d'entreprendre dans ces secteurs? Bon, l'entrepreneuriat, déjà, il faut comprendre, il faut définir c'est quoi l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est simple. L'entrepreneuriat, c'est identifier le besoin. Et puis, en fait, proposer des solutions. Et dans le secteur des hydrocarbures, le secteur n'est pas si spécial. Je peux dire, ça ne vient pas du ciel. C'est un secteur marqué. Ça demande beaucoup plus de techniques et de spécificités. Mais l'entrepreneuriat, dans le cadre général, il faut identifier les besoins, proposer les solutions. Et dans notre secteur des hydrocarbures, il y a les entreprises qui sont là. Il suffit juste à nous, jeunes, à chercher à innover, à identifier le besoin de ces entreprises-là et à proposer leurs solutions. Aujourd'hui, si un jeune se met à réfléchir, par exemple, sur la partie logistique, je prends par exemple, nous avons CEP Congo et les RESCOM. Un jeune peut à trouver ou à identifier un besoin que ces entreprises en ont. Il propose des solutions. Je pense que s'il va dans ces sociétés, il présente son projet, je ne pense pas que ces sociétés vont le mettre à l'écart. Du coup, entreprendre, c'est vraiment quelque chose dans ce secteur qui est accessible à tous. À vous juste d'identifier vos besoins et d'apporter la solution. Vous avez déjà entrepris dans ces secteurs, Madame Sarah? Moi, personnellement, oui. J'ai déjà pas mal des projets au fait réalisés. Il y a des projets qui ont vu le jour. Oui. J'ai fait comme mon travail de fin de cycle, je pense TFC. Je parlais sur la production de bioéthanol à partir des graines de safou. Déjà avec le résultat, c'était déjà un bon rendement, tout ça là.
Et après, j'ai eu aussi à me projeter un peu sur le système PV, qui est le système photovoltaïque. Okay. Actuellement, je ne sais pas si je suis au milieu d'une entreprise, en fait, Sarah Solar. Ah, oui. C'est votre nom, non? Sarah Solar. Sarah Solar, oui. Ok, vous êtes à la tête d'une entreprise. À la tête d'une entreprise, oui. Sarah Solar. Sarah Solar. C'est-à-dire quoi? Sarah Solar veut rien dire que Sarah qui produit l'énergie solaire, en fait. L'énergie solaire. Oui. Comment ça se passe, en fait? Comment ça se passe? En fait, nous sommes plus dans la conception, conception, dimensionnement et installation, conception, dimensionnement, installation et maintenance d'un système PV. Donc, on commence du début jusqu'à la fin et on fait des suivis chaque trimestre, comme on va s'attendre, bien sûr, dans le marché. Et c'est comme ça que nous essayons en fait de s'en sortir. Vous travaillez avec de jeunes dames aussi? Nous sommes accompagnés vraiment de jeunes. Toujours dans l'optique. Alors je voudrais savoir qui est derrière Madame Sarah. Madame Sarah qui a monté une grande entreprise aujourd'hui. Qui est derrière Madame Sarah? Actuellement, je dirais que je suis seule. Oui, je marche avec mes propres moyens, avec mes propres efforts. Juste après mes formations, parce que j'ai fait plusieurs formations. Femme à plusieurs casquettes, donc. Femme à plusieurs casquettes, oui. Et ce qui m'a doté de cette compétence de me lancer dans ce secteur d'installation des systèmes PV. Alors, très bien, Madame Sarah, je voudrais comprendre quels sont les obstacles que les jeunes rencontrent dans ces secteurs. Dans le secteur des hydrocarbures, bien sûr. Les obstacles sont tellement nombreux. En fait, si je dois énumérer, je dois commencer par plus des opportunités, en fait. Les opportunités sont vraiment très restreintes. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle les entrants et les sortants, il n'y a pas d'équilibre, en fait. On voit, par exemple, à une échelle d'année, on produit, par exemple, 500 ingénieurs en pétrole, gaz et énergie renouvelable. Moi, je suis de l'INIKIN. On produit 500 000 étudiants ou bien 1000 ingénieurs pétroliers. Mais en retour, ceux qui travaillent ou bien ceux qui sont dans comment dire, dans l'exercice du métier ne sont pas au fait à l'équilibre au fait de ceux qui sortent au fait de l'université, ce qui est un peu déplorable jusque-là. Alors, ingénieur Moïse, qu'est-ce qui fait obstacle pour le jeune de pouvoir accéder dans ces domaines? Bon, en fait, c'est un sujet vraiment très complexe. Il faut voir les paramètres qui concourent à ce que nous arrivons à cette situation. Premièrement, le marché du travail en République démocratique du Congo, c'est un marché où il y a moins d'entreprises. Nous n'avons pas assez d'entreprises. Le secteur des hydrocarbures, c'est un secteur où il y a des entreprises extractives. C'est-à-dire, normalement, si on avait plusieurs entreprises, on devrait avoir une masse de population qui travaille dans ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes en une situation de marché oligopole. Il y a peu d'offres et il y a une multiplicité de demandeurs d'emploi. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Il y a les offres, le minimum des offres qui se présentent. Malheureusement, parmi nos collègues, ceux qui décrochent ces opportunités d'emploi, ils sont aussi marginalisés au niveau de leur rémunération parce qu'ils ne seront pas non plus rémunérés à la hauteur de ce qu'ils font au regard du circuit. Donc tout est vraiment très complexe, mais il faut comprendre que sur le marché de l'emploi déjà en République démocratique du Congo, c'est un marché vraiment très difficile où il y a peu d'offres, il y a plusieurs demandeurs d'emploi. Donc les hydrocarbures ne sont pas épargnés. Les universités, certes, quand les parents ont entendu que vous venez de parler en début d'émission, vous avez parlé de pétrodollar. Dans l'imaginaire de la population congolaise, quand on parle de pétrole, c'est-à-dire de l'argent. Et quand les universités, vers les années 2012, ont lancé des formations, il y avait vraiment un engouement au sein des universités. Mais au jour d'aujourd'hui, plusieurs de nos collègues n'arrivent même plus à parler ou soit à s'intéresser de ce secteur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé des opportunités d'emploi. Donc c'est une situation qui fait mal, mais on ne peut pas non plus baisser les bras, c'est les pays. Alors à ce stade, vous étant que jeune, vous proposez quoi? Parce que vous pouvez penser rester dans le chômage, vous proposez quoi? Bon, nous personnellement, le pétrole, le pétrole c'est ma passion. J'aime le pétrole, j'aime les hydrocarbures, donc je vais œuvrer dans ça.
qu'il y ait l'opportunité d'emploi ou pas, je vais créer, je vais essayer d'entreprendre dans ce secteur, bien sûr. Allez, ok, c'est une très bonne chose. Alors, nous voudrons savoir quelle est la responsabilité du gouvernement congolais dans la promotion de l'emploi de jeunes dans les secteurs des hydrocarbures. Bon, en fait, le gouvernement congolais est responsable. Déjà, si on lit la Constitution de la République démocratique du Congo, dans l'article 36, le droit du travail, c'est un droit sacré. Le gouvernement garantit le droit du travail à tout et chacun. Du coup, même dans le secteur des hydrocarbures, le gouvernement a une part de responsabilité, c'est-à-dire pour lui, nous sommes dans un État régalien, c'est-à-dire l'État régulateur, ce que je voulais dire. C'est l'État qui régule un peu le marché. C'est à l'État ou au gouvernement congolais de proposer des mesures, des solutions, afin qu'on puisse avoir plus d'employabilité de jeunes dans ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, si on va déjà chercher à trouver des mesures, moi je peux proposer, on doit déjà essayer de toucher à cette loi, parce que la loi des hydrocarbures a été promulguée en 2015, la loi numéro 15/012 du 1er août 2015. Cette loi-là, ça fait maintenant 10 ans, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas produit de résultats concrets. Du coup, le gouvernement agit par des mesures. Le gouvernement déjà peut songer à ce qu'il puisse revoir cette loi, à apporter des solutions qui pourraient s'adapter pour qu'on puisse avoir de l'employabilité facile. Donc, le gouvernement est responsable au regard déjà de la Constitution dans l'article 36, mais aussi nous les interpellons afin qu'ils puissent prendre des mesures pour qu'ils puissent assouplir un peu le marché dans ce secteur. Est-ce que les femmes aussi ont du mal à trouver de l'emploi dans ces secteurs, Madame Sarah? Je voulais d'abord, c'est une réponse de complémentarité. D'accord, pas de souci. Déjà, il faut savoir que jadis, je parle de jadis parce que en fait, on m'a raconté des histoires, là, je les mets entre guillemets. Ok. Jadis, excusez-moi, jadis, on nous disait que quand on finissait à l'université, il y avait déjà des concours, en fait, des concours où... là, je parle dans le cas de l'organisation du gouvernement. Ouais. Donc, des concours qui vous ouvrent déjà des portes. Qui vous ouvrent on sait que non, voilà, on forme des universitaires pour un besoin déjà bien déterminé. Et ce qui se passe actuellement, ce n'est plus le cas. Vous voyez, on a plus de spécialisations, on a plus de masters, on a plus avec les systèmes actuels, c'est quoi encore les LMD. Waouh! Moi, je me dis, diplôme n'a comme qui est Kitty. Parce que nous sommes dans le système Bac plus 5, oui. Donc, c'est compliqué. Tu vois quelqu'un qui fait 3 ans comme ça, pouf, ingénieur. Mais il s'en a 9 ans, il s'en a 8 ans, 7 ans. Donc, c'est compliqué. Et en retour, ou bien au finish, nombre des ingénieurs ne fait que augmenter. Et le nombre d'employabilité ne fait que ce qui n'est pas intéressant. En tout cas, le gouvernement doit un peu essayer d'ajuster dans le sens d'offrir plus d'opportunités en fait, à cette jeunesse qui quitte fraîchement l'université pour avoir aussi d'opportunités d'exercer leur métier ou de mettre en applicabilité ce qu'ils ont appris à l'université. Voilà. Permettez, Madame Bien, si je peux compléter. Oui, pas de souci, ingénieur Moïse. Je vais parler de la collaboration entre les entreprises pétrolières et les institutions académiques. Okay. Ici, à l'RDC, moi, je suis un ressortissant de l'Institut du pétrole et du gaz, IPG. Jadis, dans le passé, il y a eu une collaboration entre l'Institut du pétrole et du gaz et certaines entreprises pétrolières pour la formation de leur personnel. Mais à ces jours, cette collaboration n'existe plus. Du coup, pour moi, je pense que l'État, le gouvernement, dans sa responsabilité de créer des travails, peuvent déjà créer, à mettre en place une structure qui peut gérer cette collaboration entre les entreprises pétrolières et les universités. Pourquoi pas le besoin de ces entreprises-là puisse constituer un sujet de défense pour les étudiants et que dès qu'ils finissent, ils puissent facilement avoir accès à apporter une solution. Je l'avais bien défini dans l'entrepreneuriat, il faut identifier les besoins et puis apporter des solutions. Voilà. Ces entreprises-là, s'ils ont un canal, je peux dire une structure que l'État peut mettre pour qu'ils puissent collaborer entre les entreprises pétrolières ainsi que les institutions académiques, ça pourrait déjà être une des mesures qui peut faciliter l'accès ou l'employabilité des jeunes dans ces secteurs. C'est ce que j'ai voulu compléter. Très bien. Alors, vous organisez dans les comptes de votre plateforme Focus Hydrocarbures une activité pour ce mardi 26 août. Alors, de quoi s'agit-il?
Bon, Focus Hydrocarbures, comme je l'ai dit, nous sommes une plateforme composée des scientifiques. Nous sommes vraiment des jeunes engagés pour que nous puissions avoir, je peux dire, l'ascension de ce secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Et déjà, pour ce mardi 26, nous organisons un atelier dont le thème parle du mécanisme de la création et de la gestion du fonds de génération future pour les hydrocarbures en République démocratique du Congo. Et cet atelier va se tenir ce mardi, déjà à partir de 10h, à la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, dans la salle Jeannot Bemba. À 10h, nous serons là pour essayer de réfléchir, apporter des solutions. Je veux aussi préciser que nous, étant que des scientifiques dans ce secteur, nous avons regardé. On a constaté dans notre loi des hydrocarbures, comme je venais de le dire, dans l'article 19, il est stipulé qu'il faut créer un établissement pour gérer le fonds de génération future. Et le fonds de ces générations futures sera alimenté par une quantité de notre profit oil. Pour nous, on a essayé de voir. La loi a parlé de ces créations de cet établissement. Le règlement n'a pas donné de mécanisme de cela et nous avons dit non, on doit réfléchir à cela. Pourquoi? Parce que la loi est faite pour être appliquée. C'est ça aussi le mal dans ces pays. S'il y a la loi, il faut respecter les dispositions de la loi. C'est ainsi que nous avons déjà songé à ce que nous puissions réfléchir comment créer cette institution pour mettre à la disposition des autorités politiques surtout, comment ils peuvent faire pour créer cela. Et cette idée nous est venue, il y a un adage qui dit qu'à travers le choc d'idées, jaillit la lumière. Étant des scientifiques, on a eu à débattre et cette idée nous est venue. Pourquoi? On a aussi constaté qu'il y a le fonds minier. Aujourd'hui, madame, le fonds minier est opérationnel. Le fonds minier est opérationnel. Bon, pourquoi pas? La loi des hydrocarbures nous a dit qu'il faut créer un établissement. Bien sûr, je vous ai dit que je suis passionné des hydrocarbures. Ok. Alors, madame Sarah, je reviens à vous. On va prendre d'abord ces spots, cet élément qui annonce également votre activité de ce mardi 26 août 2025. Et puis, on revient tout juste après. Inscrit dans la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures en son article 19e, parmi les recommandations de la deuxième table ronde tripartite des mandats et une des orientations importantes de la première et deuxième édition de la conférence scientifique mandat prépétrale, les fonds des hydrocarbures pour les générations futures n'a jamais vu le jour. Voici l'atelier technique au cœur de cette question. Pour thème principal, mécanisme de création et gestion des fonds des générations futures dans le secteur des hydrocarbures de la RDC. Le 26 août à 10h juste, dans la salle des conférences Jeannot Bemba de la Fédération des entreprises du Congo à Kinshasa-Gombe. Entrée sur invitation. Pour tout contact, plus 282 03 49 725. Exploiter le pétrole, c'est bien. Penser à la génération future, c'est mieux. Cordial, bienvenue. Voilà, madame Sarah, vous pensez aux générations futures. Ingénieur Moïse Ilunga, mettons en place le fonds de génération future, c'est ça, non? Oui, en fait, un atelier future. Pour réfléchir, un atelier technique. On va réfléchir par rapport à ça. Alors, qui sont les intervenants? Les intervenants, nous aurons 4 panélistes, mais j'aimerais assez que, vu que c'est un sujet très stratégique pour le pays, ceux qui seront là, on va les communiquer après l'événement. Pour l'instant, nous préférons... Vous préférez garder même les profils des intervenants. Bon, oui. Alors, vous êtes très stratège, hein? Mais je voudrais savoir, madame Sarah, mais qui est derrière vous, mais ne me dites pas que non, on est des jeunes scientifiques, on réfléchit. Mais non, il y a une main invisible qui vous accompagne. Non. Je dirais non. Pourquoi? Parce que l'idée est venue de nous, jeunes dans les secteurs des hydrocarbures. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut proposer de bon déjà? Et on s'est dit, pourquoi pas en fait vendre notre secteur, parce que notre secteur n'était pas vraiment connu. Et cela nous a poussé au fait à réunir plein de stratégies en place pour essayer un peu de
de mettre en place cette plateforme Focus Hydrocarbures pour essayer de vendre plus notre image étant qu'ingénieur en pétrole, gaz et énergie renouvelable. Voilà, très bien. Alors, ingénieur Moïse Ilunga, vous allez à Kakaboué. Et puis après, demain, on va entendre parler de Focus Hydrocarbures comme un parti politique, parce que vous commencez toujours par des structures, par des plateformes. Et puis demain, après-demain, voilà, ingénieur Moïse Ilunga qui postule, député, voilà, machin, il est député national, provincial, voilà, il veut être ministre. C'est comme ça qu'on commence. Bon, en fait, nous, Focus Hydrocarbures, c'est une plateforme scientifique. Nous, on est des scientifiques, on est des jeunes qui ont étudié le pétrole. Le pétrole, c'est notre passion, c'est notre pain quotidien. Nous ne sommes pas des politiques, mais certes, il faut comprendre déjà comment fonctionne, je peux dire, le système économique de notre pays. Un scientifique ne prend pas des décisions politiques, ce que les gens parfois oublient. Les décisions politiques sont prises par les politiques. Nous, étant des scientifiques, parmi notre mission, c'est d'accompagner ces politiques, de promouvoir l'image de notre secteur, de coopérer ou de collaborer, de faire des rapports, de faire des enquêtes, d'amener des études et proposer à l'autorité politique ou aux différents cabinets pour qu'ils puissent prendre des décisions. Du coup, on n'est pas des politiques, on n'est vraiment pas des politiques, mais on accompagne les politiques, tout comme toute autre organisation non politique. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, ingénieur Moïse Ilunga. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi, ingénieur Madame Sarah Ngomba. C'est ça, Madame Sarah? Madame Sarah Ngomba, je rappelle que vous êtes des ingénieurs en pétrole, c'est ça? Ouais, des ingénieurs en pétrole. Alors, c'était un réel plaisir d'échanger avec vous. Le rendez-vous est pris pour ce mardi. Pour ce mardi 26 à 10h à la FEC, à la salle Jeannot Bemba. À la salle Jeannot Bemba, question de réfléchir sur les fonds de génération future. Voilà. Merci à tous qui nous ont suivis aujourd'hui. Vous aviez bien compris que Chronique des BM accompagne de jeunes. Je suis très heureuse, très honorée, vraiment très sévère dans mon plateau. Ces jeunes qui réfléchissent aussi bien, qui réfléchissent pour les développements de la République démocratique du Congo, plus précisément en secteur des hydrocarbures. Alors prenez rendez-vous avec nous les samedis prochains à la même heure. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vois derrière la caméra Mikado. Merci également à la régie. Merci aussi à Madame Élisée, une étudiante de pétrole et gaz de l'UNIKIN qui est venue également assister à cette émission. Alors, portez-vous bien. On se retrouve les samedis prochains à la même chaîne et puis à la même heure. Au revoir.